Excusez-moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2022. Je ne prétends pas être un spécialiste, alors je vais dire en histoire ou en géopolitique, hein. On est d'accord, on est d'accord. Seulement, ce que je dis que moi, le peu là que je vois, le peu que je sais, je me dis, mais comment ça se ferait que des frères qui sont bardés du diplôme, je l'insiste toujours parce que ce sont eux qui bombent le torse et qui viennent occuper tous les postes. Or, s'ils font le nécessaire, et comme j'ai dit souvent, la nature a horreur du vide. Nous autres, on n'aurait pas droit de citer. Les choses sont claires. Vous comprenez? En fait, là, en l'occurrence, c'est les frères qui sont dotés des doctorats en histoire et en histoire politique. Il y en a en Côte d'Ivoire, un Arthur Bangar compagnie. Vous voyez? Et on s'est dit, mais en fait, ils ont ces doctorats-là, au lieu que ça serve pour les pays africains, non, ils ont ces doctorats-là pour que ça serve l'Occident en général et la France en particulier. C'est ça qui est regrettable. Comprenez? C'est ça qui est incroyable. Donc là, si vous voulez, pourquoi je montrais ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bases militaires. Et donc, c'est pour ça que je vous ai passé en introduction ce documentaire-là. Parce qu'en fait, les Américains étaient là en France pour défendre les Français. Il y avait des bases militaires américaines partout. Et puis quand la guerre est terminée, vous avez bien vu, le général de Gaulle, il a tenu un discours, c'était en 1966, où il a demandé purement et simplement aux Américains de partir. Donc aujourd'hui, on pourrait considérer que le président Assimi Goïta, il est dans cette même démarche pour défendre les intérêts de son pays. Or, les Français, comme ils sont dans une démarche impérialiste, dans une démarche colonialiste, dans une démarche de mépriser les Noirs, dans une démarche de mépriser les Africains, eh bien, ils considèrent que nous n'avons pas le droit de nous émanciper. Nous n'avons pas le droit de dire qu'on a mal. Nous n'avons pas le droit de choisir qui nous voulons aujourd'hui au XXIe siècle. Mais c'est peine perdue, hein, c'est clair. Alors c'est vrai que c'est douloureux pour eux parce que ça fait très longtemps qu'ils en ont profité, ils en ont bien profité. Et même ils continuent encore parce que là on est qu'au début du combat. Mais ça par contre c'est un combat de non-retour. Hein. C'est clair. Regardez, je vais vous lire la Esprès à 1, parce que le général de Gaulle, regardez ce qu'il disait en 1966, dans le documentaire tout à l'heure, hein, c'est pas très long, c'est pour ça que je l'ai repris. Alors, ce dont il s'agit pour nous, c'est-à-dire les Français, c'est de nous tenir en dehors de toute inféodation, c'est-à-dire au plus tard en 1969. C'est-à-dire qu'il tient son discours en 66, donc 3 ans plus tard, les Américains doivent partir. Donc le chrono est, comment dire, limité là, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fuite en avant comme font les Français vis-à-vis des Africains. Donc c'est arrêté, et puis c'est pour le respect mutuel. C'est-à-dire que les Américains respectent les Français respectent les Américains. Alors que les Africains aujourd'hui au XXIe siècle, même depuis le XXe siècle, mais là maintenant encore plus, c'est demander le respect réciproque. Mais non, ils veulent rien savoir. Et du coup, tu as les chénapans, là, tu as les gens qui n'ont rien d'autre à faire que d'emmerder le monde, qui viennent faire des commentaires. Parce que eux, justement, ils sont là pour que cet Africain-là reste toujours le dernier de la classe, qu'il reste toujours une serpillère, qu'on puisse voilà, l'utiliser comme on veut. Voilà. Or, il se trouve que nous autres, on est dénués. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur nous pour l'aliénation, il ne faut pas compter sur nous pour le complexe, il ne faut pas compter sur nous pour la corruption encore moins. Vous comprenez? Donc ça les emmerde. Et là, j'allais dire, pareil, comme j'aime beaucoup, vous savez, mon père, au niveau, j'allais dire, l'intellect, c'est Aimé Césaire, il dit le nègre, il t'emmerde. Il avait 94 ans et il continuait toujours à avoir cette lucidité-là pour prononcer ces mots-là qu'il a prononcés dans les années 60 au quartier latin, quand il était encore étudiant, comment dire, à Paris. Ouais. Il dit le nègre, il t'emmerde. Donc voilà ce que je réponse que j'apporte à tous les gens qui font des commentaires hasardeux et puis pour nous perdre notre temps là. Donc, voyez ce qu'il dit, le général de Gaulle. Il dit ce dont il s'agit pour nous, c'est de nous tenir en dehors de toute inféodation, c'est-à-dire au plus tard en 1969. Ce sera pour ce qui nous concerne la subordination. Les thèmes sont très importants. Hein. La subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN. Hein. L'OTAN, c'est l'Alliance Atlantique, hein, formée entre les alliés, c'est-à-dire la France, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, tout ça. Voilà. L'OTAN qui remet notre destin entre les mains étrangères. Vous voyez, alors que ce sont des alliés, hein, mais même ça, ils considèrent que ce sont des étrangers. Voilà. Ça, c'est les propos tenus par Charles de Gaulle, le général qui est ici adoré. Et puis, tellement adoré que vous allez retrouver des endroits, des avenues, des rues
qui portent son nom. Notamment, vous avez même l'aéroport à Paris, hein, en région parisienne, l'aéroport Charles de Gaulle. Vous avez aussi la place Charles de Gaulle à Paris. Alors, on est au cœur de Paris, là. Hein, c'est à l'Arc de Triomphe. Hein, l'Arc de Triomphe, eh bien, là où c'est placé, ça s'appelle la place Charles de Gaulle. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'endroits en France où on bâtit ça pour lui rendre hommage. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons un jeune colonel, 38 ans. Hein, je crois que maintenant il doit avoir 39 parce que là, 38 ans, on est en 2021, maintenant on est en 2022, donc ça doit faire 39. Je ne sais pas dans quel mois il est né, mais en tous les cas, il est très jeune, c'est clair. Eh bien, le colonel président, son excellence Assimi Goïta, mais il est dans cette démarche-là de demander ni plus ni moins que le respect réciproque. Et là, on ne va pas négocier là-dessus, vous avez déjà vu. Et l'actualité nous apprend quoi? L'actualité nous apprend que les autorités maliennes ont demandé à l'ambassadeur de France de plier bagage et il a 72 heures à compter d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est lundi, donc mardi, mercredi, il doit partir au plus tard jeudi. Hein, dernier délai. Hein, c'est une exigence. Hein, on ne fait pas des salamalek là. Et ça vient du fait que ils ont fait preuve de patience, ils ont fait preuve de retenue. Et là, c'est la goutte d'eau là maintenant avec la déclaration récente du ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Vous comprenez? Donc là, quand les autorités maliennes agissent comme ça, ben là, ils font la démonstration de l'indépendance. Ils font la démonstration de, comment dire, l'émancipation et surtout de la souveraineté. Voilà, c'est ça, être souverain. Et non pas bomber le torse pour dire en longueur de journée qu'on est indépendant alors qu'on ne l'est pas. Vous voyez, on insulte l'intelligence des Africains. Et je dis que la France insulte l'intelligence des Africains depuis des siècles et elle entend continuer. Et nous, on dit non, stop, c'est terminé. Voilà. Et là, le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Maïga et le ministre des Affaires étrangères, M. Diop, voilà, ils sont tous dans la même mouvance de dire que c'est terminé. Là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Vous allez dégager parce que vous avez fait assez de mal. C'est clair. Vous voyez, j'ai dit, à part eux, dites-moi, peut-être quelqu'un comme Kagame qui a pu faire ça, c'est-à-dire fermer l'ambassade de France et puis leur dire, allez, les expulser. Mais sinon, dans la zone francophone, ben, il n'y en a pas. Voilà, donc les autres, là, ils se mentent à eux-mêmes. Hein. Bon, ce qui est malheureux, c'est que qu'ils mentent à eux-mêmes, c'est pas grave, mais c'est qu'ils mentent au peuple. C'est ça qui est très grave. Vous voyez? Bon. Donc, pour poursuivre ma lecture, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que la France va rester dans l'OTAN. Hein. Là, il parle même du commandement. Vous voyez, parce que même si le général de Gaulle a dit, voilà, on s'est retiré, il s'est retiré simplement au niveau du commandement. Sinon, ils sont toujours membres de l'OTAN. La différence, c'est que c'est quelques décennies après, 30 ans après, que Nicolas Sarkozy, il vient maintenant, lui, c'était en 2009, je crois, pour réintégrer. Voilà. Mais cela dit, quand Nicolas Sarkozy vient pour réintégrer, c'est pas pour autant que les bases militaires américaines reviennent en France. Donc, l'histoire des bases militaires françaises en Afrique, ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucune raison d'être là-bas. Ils sont là-bas juste pour prendre en otage, et il n'y a pas d'autre terme hein, que des gens qualifiés disent le contraire. Ils sont là-bas pour prendre en otage tout le peuple africain. Tout le peuple africain. Parce qu'ils ont cadenassé toute l'Afrique. Hein. Hein? Là, pareil, vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver facilement aujourd'hui, hein, même si je vous enverrai le lien tout à l'heure de la vidéo là que j'ai passée, mais allez-y sur Internet, vous tapez sur Google, quelles sont les bases militaires françaises en Afrique, vous avez la totale. Donc, par rapport à ça, on va dire merci au frère qui a inventé Internet, le frère nigérien. Et puis à ceux qui ont travaillé là-dessus pour qu'on puisse justement faire avancer les choses. Vous comprenez? Bon. Donc, les bases militaires françaises en Afrique, par exemple, vous avez 4 bases permanentes. Vous avez la base, Djibouti, qui est la plus importante. Hein, Djibouti, c'est la corne de l'Afrique, c'est la plus importante. Après vient la base de la Côte d'Ivoire, avec 900 soldats. Bon, ça, c'est des chiffres qui datent un peu. Là, on est en 2022. Hein. Ce que j'ai comme chiffre, je ne sais pas si c'est des chiffres de 2018 ou 2019. En tout cas, voilà. Et maintenant, il faut vérifier la mise à jour. Ce qui est important, c'est de dire, mais même un soldat, il n'a pas lieu d'être là, parce qu'il n'y a pas de soldats africains ici. Moi, si je suis dans cette démarche-là, quand on dit qu'on se veut dans un respect mutuel, c'est ça. Si tu mets 900 soldats là-bas, ben moi aussi, je vais amener 900 soldats ici. Voilà. Mais si j'en ai pas, toi, tu ne dois pas y avoir. Et on est au 21e siècle. Et donc, par conséquent, tout ce qui a été du bluff pendant les siècles passés, c'est terminé. On a compris maintenant. Donc, voilà, on ne va pas continuer. C'est clair, hein, on ne va pas négocier. On n'a pas le temps à perdre. Assimi Goïta. Vous comprenez? Donc, je disais, premier Djibouti avec 1450 soldats. Ça, c'est bon. Je vous dis, c'est juste pour un ordre d'idée. Voilà. Après, en troisième position, vous avez le Sénégal et le Gabon. Voilà, ils sont à peu près tous les deux. 350 soldats au Sénégal, 350 soldats au Gabon. Vous comprenez?
Donc ça, c'est les bases permanentes. Après, maintenant, vous avez les bases flottantes, c'est-à-dire, quand ils disent même flottantes, parce que quand tu dis que tu es flottant, ou c'est-à-dire que tu es là pour un peu de temps, et puis tu restes sans donner le temps de définir de date de départ, c'est que tu deviens permanente. Là, en l'occurrence, le Mali en fait la démonstration. Là, on a la chance d'avoir des dirigeants maliens qui sont très courageux, qui sont des gens intègres. Vous voyez? C'est pour ça qu'on assiste là maintenant à une espèce d'accélération, parce que j'ai même eu ce matin quand je me suis réveillé les informations comme quoi, ça y est, les billets sont prêts là à Bamako. Donc c'est pour dire que là on est au mois de janvier, bientôt en février. Moi je vous dis, tout sera bouclé, même avant l'été, parce que moi, je mettais l'été même comme échéance, hein, où je poussais un peu loin en disant que symboliquement, mais non, on n'a même pas le temps. Voilà, c'est ça, Assimi Goïta. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, le monsieur. C'est clair. Donc, les billets sont prêts. Les billets de, comment on appelle ça, la monnaie malienne. Donc, on ne va plus parler du franc CFA au Mali. C'est excellent. Moi, je vais ouvrir la bouteille, hein, ça, je ne vous cache pas. Non, parce que, vous savez, notre génération, bon, on n'a pas connu justement quand les pères de l'indépendance ont été assassinés. Alors, ça dépend des âges de chacun de nous. Sankara, oui, parce qu'il est assassiné, comment dire, en 1987. Donc moi, j'étais déjà à un certain âge. Hein. Par contre, des gens comme Lumumba, des gens comme Sylvianus Olympio, moi je suis né un peu plus tard. Mais là, on assiste là maintenant en live, en 2022, un pays de la zone CFA, franc CFA. En fait, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas. Bon, mais regardez les documentaires, à défaut de la lecture. Parce que la lecture, c'est compliqué, ça demande de la concentration. Mais les documentaires, vous en avez à volonté sur Internet, aujourd'hui, franchement. Donc, il faut regarder les documentaires, les interviews, les conférences sur le franc CFA, notamment les interviews du professeur Nicolas Abou, ou ses conférences, par exemple. Et lui, il explique, j'allais dire en français facile, ou pour les... Enfin, voilà, quand on s'y connaît pas, on peut... vous faudra le repasser si vous voulez plusieurs fois. Et puis à force, vous allez finir par comprendre, même si vous ne comprenez pas l'intégralité, mais au moins vous aurez eu une petite idée. C'est ça qui est important, parce que le pire, c'est ne même pas comprendre du tout. Alors que si vous comprenez un peu, c'est déjà ça. Puis petit à petit, ça va avancer. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la France a déployé, hein, là il y a déjà les bases permanentes, et puis vous avez les autres bases, notamment, vous voyez les 5 pays là, du G5 Sahel, alors qu'il y a quelqu'un qui a dit que j'ai apprécié, il dit, il faut dire 6 pays, parce que la France, elle fait partie. Sahel, là. Bon. Donc, c'est entre 4500 et 5000, même voire plus même, hein, je crois. Voilà. Mais de toute façon, là, ils sont en train de diminuer parce que les Maliens, ils mettent un coup d'accélérateur. Donc, vous avez eu les déploiements au Mali d'abord, ensuite au Niger, au Burkina Faso, au Tchad et en Mauritanie. Vous voyez? Donc là, c'est des soldats qui sont là-bas, comme ça, pour prendre en otage le peuple africain. C'est incroyable. Et la base d'Abidjan, c'est là où je dis, mais en tant qu'Ivoirien, il faut avoir honte. Ah oui, alors le peuple, le citoyen lambda, je ne parle pas forcément, mais je veux dire que, je veux dire, même peu importe. Voilà. En fait, soit tu n'es pas au courant, mais encore qu'avec, on est à l'heure d'Internet, donc on ne peut pas dire que tu n'es pas au courant. Mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, quand on sait que c'est la base d'Abidjan, c'est là-bas que les militaires français s'entraînent pour aller faire des désastres là-bas au Sahel. Et puis, regardez là, heureusement qu'il y a eu le courage des frères du Burkina, le courage des frères du Niger, qui ont arrêté là récemment, il y a quelques semaines, les cortèges là, les convois là. Alors que depuis toujours, ces convois-là partent d'Abidjan, aussi bien terrestres qu'aériens, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous voyez, donc les Maliens qui sont morts, les gens du Niger qui sont morts, depuis, j'allais dire des décennies, mais en tout cas, on va dire depuis 2011-2012, par exemple. Les Mauritaniens, il n'y a pas beaucoup. Mais vraiment, les plus grosses pertes, c'est d'abord le Mali, ensuite le Niger, et ensuite le Burkina Faso. Voyez-vous? Et puis un petit peu au Tchad. Donc, les frères qui sont morts là, c'est au nom de quoi? Hein? C'est des gens qui ont été tués artificiellement. Et c'est ainsi que moi, je m'inscris en faux en disant que il suffit d'un seul mort, moi je dis terminus, tout le monde descend. Il n'y a plus de discussion possible. Ah non, 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 non. Non, on peut négocier quand il s'agit d'autre chose, mais la vie humaine est sacrée. C'est mon point de vue. C'est une question de morale de chacun de nous. Moi, c'est vraiment... je négocie pas là-dessus. Voilà. C'est clair. Il n'y a pas de discussion possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Eh bien, c'est... comment dire, toutes les bases militaires américaines, hein, voilà, le siège, en fait, se trouvait même, vous voyez, c'était en région parisienne, là, à Rocancourt. Rocancourt, c'est les Yvelines, là. Et c'était là-bas. Et après, ça a été délogé à Dauphine, Paris-Dauphine, hein, ça a été transformé après à l'université, là, très côté. Et puis maintenant, c'est à Bruxelles. Donc avant d'aller à Bruxelles, c'était d'abord en France.
base de l'OTAN. Vous voyez? Et on nous dit quoi? On nous dit qu'à l'époque, justement, il y avait 26 000 militaires en France, américains. 26 000 militaires. Prenez compte, à l'époque, 26 000. Alors qu'aujourd'hui, là, vous voyez, on dit, comment dire, 4 400, je ne sais pas combien, je me dis tout à l'heure pour Djibouti. Voilà, 1450 Djibouti, 900 à Côte d'Ivoire. J'ai un peu de doute, je crois qu'il y a plus que ça. 350 au Sénégal, 350 au... Mais là, on est au 21e siècle. Là. Mais là, pour le 20e siècle, les Américains, quand ils s'étaient plantés, autant vous dire que vraiment, ils étaient pratiquement en grand nombre. 26 000 militaires américains en France, sur le sol français. 60 000 civils. Qui dit mieux? Civils, c'est-à-dire les agents de sécurité, les agents de sécurité. Oui, d'une certaine façon, mais en tout cas, qui travaillent pour l'État. Et ce sont les services secrets, voilà, c'est ça. Les militaires en civil. Et bien, ils étaient 60 000. L'administration militaire. C'est incroyable. Et puis, il y avait 40 dépôts de matériel. 40 dépôts dans toute la France de matériel. Autant dire que la France était assiégée par l'armée américaine. Mais eux, ils disaient qu'ils venaient pour les défendre. Et puis, c'était vérifié. Pourquoi? Mais parce que quand le général de Gaulle, en 1966, fait son discours pour leur dire, bon, écoutez, vous êtes gentils, pliez bagages, on vous donne le temps de plier vos bagages, parce qu'il y en a tellement, 3 ans. Donc, 1966, 69, c'est terminé, les Américains sont partis. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, c'est ce que demandent les Africains. Et comme ils ne veulent pas, mais ils vont être obligés. Ah oui, parce que la jeunesse africaine, je vous dis, est gonflée à bloc, et elle est déterminée à les faire partir, parce que la liberté, elle s'arrache. On ne peut pas le rappeler, c'est du basique. Hein? Donc voilà. En 1949, la France, comment dire, partageait avec 11 pays une défense commune. Hein, en 1949. C'est la création, justement, de l'OTAN. Hein, c'est l'Alliance Atlantique. Hein. Mais quand ils ont créé ça à l'époque, ils disaient qu'ils avaient peur que les Russes viennent les envahir. Bon, ça peut se comprendre. Mais là où c'est très grave, c'est qu'avec le temps, ils sont dans une démarche toujours impérialiste. Ce sont eux maintenant qui ont, comment dire, violé leur promesse. C'est-à-dire, en fait, ils ont dit qu'ils n'allaient pas étendre. Hein. Ils allaient se limiter à un certain nombre et qu'ils allaient respecter, en fait, les pays qui appartenaient à l'Union, alors UR2S, hein, donc c'est l'ancien pays, là, enfin, l'ancienne République socialiste, hein, c'est Union République socialiste soviétique. Voilà, vous voyez? Et maintenant, je crois que la démarche du président Poutine, Vladimir Poutine, lui, il est dans une démarche de récupérer tout ce qui est, enfin, il ne pourra pas tout récupérer, en tout cas, une certaine partie, en tout cas. D'où il a annexé la Kiev. Et puis maintenant, l'actualité aujourd'hui, ça porte sur l'Ukraine. Ça doit nous intéresser de près. Hein. Moi, c'est quoi, il y a 3-4 jours là que j'ai dit, mais tiens, c'est intéressant ça. Et c'est pour ça que j'ai récupéré ce documentaire-là. Je me suis dit, mais tiens, l'actualité nous montre quoi? Que tous les pays de l'OTAN, là, ils sont en train d'emmener leurs soldats, parce que depuis 2018, je crois, Poutine, il dit, on va récupérer l'Ukraine, là. Parce qu'ils veulent eux aussi intégrer l'OTAN. Or, autant vous dire que quand ils intègrent l'OTAN, eh ben, c'est l'OTAN qui élargit son périmètre. Et du coup, il vient carrément à la frontière directe de la Russie. Et c'est menaçant pour eux. Vous voyez? Et si vous prenez à l'inverse, vous regardez le continent américain, et les Américains sont tranquilles. Parce que eux, ils ont qui comme frontière? Le Canada. Mais le Canada, c'est leurs alliés. Donc, ils n'ont pas d'inquiétude. Vous comprenez? Et sinon, vous prenez les pays d'Amérique latine, mais si vous regardez géographiquement, c'est très loin, hein, la configuration. Alors que pour la Russie, hein, on peut marcher à pied et puis on arrive tranquillement là. Donc lui, il prend les devants. Vous comprenez? Alors, en fait, ce sont des agresseurs permanents. Voilà. Ils sont prédateurs. Voilà. C'est en eux. Hein. Et heureusement qu'on a quelqu'un comme Vladimir Poutine. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que le président Touadéra, il se dépêche. Parce qu'il a l'air de traîner les pieds là. Lui aussi, j'ai peur qu'il souffre du syndrome du Gbagbo là. Et voilà. C'est-à-dire qu'on a une sympathie pour la France. Alors qu'ils nous ont fait du mal, ils continuent à nous faire du mal. Et ils n'entendent pas arrêter. Ça est dans leur gène. Il faut bien comprendre. Hein, sinon, en bonne intelligence, là, comme on a les pleins farcieux, hein, le soleil s'est levé, ils devraient dire, bon, on arrête. Mais non. Donc vous voyez bien, toutes les manœuvres qu'ils font pour, instrumentaliser tout ce qui existe, hein, c'est-à-dire l'ONU, l'Union européenne, ils instrumentalisent tout le monde. Hein, les pauvres Danois, là, bon, alors que eux, ils sont beaucoup plus honnêtes que les Français, et du coup, voilà, vous voyez, ça n'a pas trop traîné. Hein. Quand les dirigeants maliens leur ont dit plier bagages, ils sont partis.
Alors qu'il y en a d'autres comme les Allemands, tout ça, qui sont convaincus et tout. Alors que, bon, l'Allemagne essaie de prendre sa revanche, parce que eux, à travers l'histoire, vous comprenez bien que l'Allemagne, gros perdant de la Seconde Guerre. Alors qu'auparavant, s'ils avaient gagné, c'était eux qui prenaient toute l'Afrique, là. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui appartient aux Français, hein, zone CFA, là, eh ben, ça devait appartenir aux Allemands, normalement. Mais ils n'ont pas eu de chance, hein, parce que voilà, ils ont perdu la guerre. Et c'est toujours comme ça. C'est la loi du genre, une loi naturelle. Parce que, vous voyez, les reliquats, c'est quoi? Les reliquats, vous avez, je crois, certains pays, en Namibie, c'est des anciennes colonies allemandes, et vous avez même les plus connus, c'est une partie du Cameroun, une Togo, voilà. Vous voyez, donc les Allemands, ils avaient déjà des trucs. Mais c'est vrai que s'ils avaient gagné la guerre, nous, là, on ne parlait pas français, on serait en train de parler l'allemand actuellement. Bon, encore, je ne sais pas si on pourrait considérer ça. Bon, là, c'est vraiment de la fiction, là. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, dans un raisonnement qui est réel, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, les choses sont claires. Donc, il y a eu ce qu'on a appelé le pacte de Varsovie. Or, le pacte de Varsovie s'oppose à l'OTAN. C'est-à-dire que c'est les pays sous la conduite de l'Union, alors URSS, hein, Union des républiques socialistes soviétiques, qui ont mis en place cet accord-là avec leurs alliés. Mais ce que j'observe, moi, c'est que, en fait, les Russes, il faut les comparer avec les Américains ou les Français ou les Anglais. Eh bien, je pense qu'en dehors de leur, comment on appelle ça, de leur périphérie, là, c'est-à-dire les pays qui sont très proches de leur zone, d'ailleurs naturelle, hein, quand tu regardes l'histoire. Parce que même on dit que l'Ukraine, il y a des, comment on appelle ça, il y a des Russes là-bas qui, eux, veulent garder leur identité, ce qui est tout à fait légitime et naturel. Et du coup, Vladimir Poutine, actuellement, il nourrit la rébellion pour justement déstabiliser l'État ukrainien, là. Hein, sachant qu'à l'époque, il y a eu des élections, il y a eu deux candidats. Loushenko, là, je sais pas, voilà, il y en avait deux, il y a un qui était pro-américain, pro-occidental, et puis il y a l'autre qui est du côté russe. Vous voyez? Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais cela dit, je dis, mais moi, sans être un spécialiste, le peu que j'ai capté, je suis complètement, comment on appelle ça, indigné, je suis complètement stupéfait, et je ne comprends pas que les frères, justement, qui, eux, ont étudié pendant des années, et puis ils ont eu des diplômes, ça a été sanctionné par des diplômes, des gros diplômes, et là, eux, en fait, ils ont eu ces diplômes juste pour servir l'Occident. Ou alors, s'assoient dans leur coin, et puis j'ai ma petite voiture, j'ai ma villa, vous vous rendez compte, c'est ça qui est grave. Mais oui, parce que, attendez, on est de passage. Mais justement, quand vous observez ces gens-là, vous avez passé votre temps à les admirer, alors que j'ai dit, il y a fouille, il n'y a rien. On peut faire mieux. Mais il faut seulement qu'on ait la volonté. Et puis, il faut qu'il y ait des bonnes personnes à la bonne place. Parce que ce que j'ai dit là, c'est du basique, là aussi pareil. Or, c'est parce que c'est pas fait qu'on on a la traîne, on est les derniers. C'est ça. C'est incroyable, hein. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est que vous allez observer que les Russes, en général, à travers le monde entier, ils n'ont que des accords, notamment avec la Syrie, ce qui a sauvé d'ailleurs les Syriens. Ils ont les accords avec les Cubains. Mais regardez, même les accords militaires qu'ils ont avec Cuba, et puis Castro, à qui je rends hommage, je salue sa mémoire, très, très grand monsieur. Juste une parenthèse rapide, c'est grâce à Fidel Castro que l'apartheid est tombé en Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas imaginer. Et là, je vous encourage à regarder un documentaire qui s'appelle Cuba, une odyssée africaine. Voilà, là vous avez tout dedans. Un documentaire réel, hein, c'est pas de la fiction. Voilà. Et moi quand j'ai vu ça, je l'ai dit, mais en fait, quand on n'est pas au courant, on croyait que c'était les concerts organisés, sanctions contre l'Afrique du Sud, des conneries. Quand je dis conneries, quand tu compares avec l'activisme de Fidel Castro pour faire tomber le régime d'apartheid, dans ce documentaire-là, il est démontré. Mais c'est du lourd, c'est du très lourd. Ah oui, donc vous voyez. Donc j'ai dit, il faut savoir qu'à l'époque, Castro, il n'a même pas respecté les consignes des Russes, alors que les Russes lui donnaient des armes, le dernier cri. Alors c'est vrai que je disais tout à l'heure limitrophe, c'est vrai que effectivement il y a Cuba qui est à côté des États-Unis, mais Cuba à côté des États-Unis, quand vous regardez l'Ukraine là, vous voyez que voilà, vous voyez les kilomètres, c'est très très proche. Donc, voilà, moi je suis toujours pour dire, je compare ce qui est comparable. Donc on va comparer la distance entre Cuba et puis les côtes américaines et puis l'Ukraine là avec la Russie. Voilà, dites-moi. Bon, donc voilà, moi je dis comparer ce qui est comparable. C'est pour dire que le danger, il est beaucoup plus fort pour les Russes, là, actuellement, avec l'Ukraine, que Cuba. Même si on dit, c'est vrai qu'ils lancent les missiles et tout ça. Mais, en gros, je reviens. Cuba, Castro, à l'époque, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les armes dernier cri, et puis il va combattre contre l'apartheid. Il soutient l'Angola, les résistances angolaises, et puis il soutient surtout le régime d'apartheid. Et c'est à partir d'Angola qu'il a mis la pression sur les dirigeants sud-africains. Ils ont fini par négocier, et le régime d'apartheid est tombé. Donc, il faut rendre hommage constamment à Fidel Castro. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos passées, mais comme voilà, c'est des archives, donc je rappelle ça comme ça. Ça me vient à l'esprit. Vous comprenez? Bon. Donc,
Hein, l'OTAN n'arrête pas de s'élargir. Et ils grignotent, et puis alors eux, ils ne le disent pas, mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment être à la frontière, et puis maintenant, ils vont finir par laminer Poutine. Et comme je disais tout à l'heure, je dis qu'il faut vous dépêcher, là, le président RDC, parce que les Maliens, ils se dépêchent, hein, parce qu'il n'est pas immortel, comment dire, Vladimir Poutine, malheureusement. On est tous mortels, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, maintenant, là, hein, c'est comme on dit toujours, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est-à-dire que là, il faut en profiter, et puis se dépêcher, et ne pas traîner. Donc là, autant il a bien commencé le président Touadéra, bon, même si c'est vrai qu'il est tout seul, je comprends, hein, mais bon, on est là, on te soutient, enfin, nous sommes là, on va dire, c'est vrai, à 6000 km, donc c'est vrai, mais il y a Internet, donc voilà, même si c'est vrai que le centrafricain lambda n'est pas au courant, mais lui, par contre, il a quand même ces moyens-là, donc voilà. Hein, en plus, tu as la chance d'avoir le Mali à côté, tu as la chance là des coups d'État qui sont en train de se passer en Guinée, même si on est encore sous la réserve, hein, on se pose des questions. Hein, au Burkina Faso, tout ça, c'est intéressant. Voilà. C'est pas comme à l'époque, les Sankarai se retrouvaient tout seuls. Hein, et puis, il s'est fait allumer comme ça, le pauvre. Voilà. Donc, on a toute cette expérience-là. Maintenant, ça doit nous servir pour ne plus perdre du temps. Voilà. Donc, je vous dis, sans être spécialiste, le peu que j'ai capté, voilà, j'arrive à comprendre. Donc, tout le monde peut comprendre. Honnêtement, si on, et pourvu qu'on y veuille bien. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure que Sarkozy, quand il arrive en 2009, voilà, c'est lui qui réintègre l'OTAN, hein, en tout cas le commandement, parce qu'ils ne sont jamais partis, mais au niveau du commandement, le général de Gaulle, lui, il avait dit on quitte les lieux, comment dire, en 1966-69, et puis Sarkozy, lui, il revient en 2009. Voilà. Donc, vous comprenez. Et j'ai rappelé tout à l'heure que pour autant, il n'y a pas eu les retours des bases militaires. Donc c'est pour dire que l'histoire des bases militaires, pourquoi ce document m'a intéressé, c'est les bases militaires françaises qui sont en Afrique. Et ils ont quadrillé pratiquement tout le continent africain. Hein. Il y a juste l'Afrique australe. D'ailleurs, pour des raisons. Enfin, je veux dire, même s'ils n'ont pas installé là-bas, mais ils ont quand même les possibilités parce que ce qu'ils appellent la projection. Vous voyez, compte tenu justement du quadrillage. Et puis l'Afrique du Nord. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est Afrique noire, là, ils ont tout est blindé. Donc c'est pour ça que moi, je n'utilise pas d'autres termes que la prise en otage du peuple africain. Voilà. Et maintenant, comme je dis souvent, je dis il y a une chose qu'ils ne supportent pas, dans la matière, c'est leur demander le bilan. C'est-à-dire que depuis que vous avez installé les bases militaires là-bas, les premières bases militaires, jusqu'à aujourd'hui, quel est le résultat? Quel est l'état des lieux? Quel est le bilan? Bilan, c'est-à-dire que actif-passif. Et ça, c'est tabou chez eux, mais parce qu'ils sont de mauvaise foi. Ils sont sans foi ni loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant, les frères qui ont fait des études là, chacun est brillant dans son art, mais il faut apporter sa pierre à l'édifice pour que les gens nous respectent. Les gens ne nous respectent pas parce que justement, ils voient qu'il ne faut pas grand-chose. Même, je dis, il y en a beaucoup. Juste une promesse, ça leur suffit pour Alassane Ouattara, il coupe la tête d'un jeune Kofi là. Vous voyez? Et puis j'ai appris aussi, je ne sais pas si c'est vrai par contre, j'ai appris que le président Gbagbo, il ne touche pas tout ce qu'il doit toucher en sa qualité d'ancien président de la République. Si c'est pas vrai, enfin j'espère que c'est pas vrai, mais si c'est vrai, c'est-à-dire que si c'est avéré que c'est confirmé que M. Ouattara bloque, alors là je me dis, mais ceux qui soutiennent le président Gbagbo, je ne suis pas en train de lui dire qu'il faut le quitter, mais juste simplement en train de dire, nous qui apportons des critiques, vous devez vous montrer honnête. Voilà. Parce que vous êtes malhonnête, ce que je dis souvent, je dis, vous êtes rentré en religion, hein, mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas en religion, nous ne sommes pas en politique. Voilà. Parce que je dis, mais attendez, la Cour pénale internationale, où il a été traduit pendant 10 ans, ils se sont prononcés. Donc on dit le monsieur, il n'a rien à voir avec tout ce qu'on lui reprochait. Bon. Et il rentre maintenant en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on lui donne ce qu'il a droit. Donc je dis que si vraiment c'est de l'intox, je souhaite que ça fasse de l'intox. Mais si c'est avéré que le président Gbagbo n'a pas tout ce qu'il a droit, mais je me dis, mais pourquoi il a fait ce manège-là, aller rencontrer M. Ouattara? D'ailleurs, même avant cette information-là, j'étais déjà en colère pour dire qu'il devrait exiger que tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire soient libérés. C'est une revendication absolue. C'est un préalable. Or, là, il ne fait pas ça. Et du coup, je me dis, moi qui longtemps considérais M. Ouattara comme pas politique, mais là, M. Ouattara, en l'occurrence, il fait de la politique. Bon, c'est vrai qu'il a les Français derrière, donc c'est beaucoup plus facile. Un peu comme, vous savez, quand vous êtes petit à l'école primaire ou à la maternelle, vous avez un grand frère qui est à côté de vous, qui est costaud, qui a les muscles, eh bien, vous pouvez insulter tous les gens qui sont autour. Parce que vous savez très bien que il va vous, comment dire, sauvegarder, il va vous sauver, il va vous aider, il va vous protéger, tout ce que vous voulez. Eh bien, Ouattara, il est dans ce cas de figure-là avec les Français. Et même, qu'est-ce qu'on apprend encore? On apprend que récemment, là, il y a quelques mois, il a fait venir les gardes français qui sont là pour assurer sa sécurité. Je vais répéter encore une fois, et je ne vais pas me lasser de répéter, je dis que je n'ai pas fait Polytechnique, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Sciences Po. En revanche, je suis animé de servir les intérêts du peuple africain. Et que par conséquent, pour la Côte d'Ivoire, je dis c'est simple, il faut juste M. Gbagbo, M. Konan Bédié, hein,
pour que la jeunesse ivoirienne puisse être gonflée à bloc, en tout cas puisse passer, j'allais dire, passer la vitesse supérieure, eh bien c'est de dire que nous exigeons la fin de la France-Afrique. Juste ça, cette phrase-là. Mais c'est très difficile et c'est pour ça que vous voyez. Alors que, mais oui, il faut se poser des questions à un moment donné. Pourquoi ça, c'est difficile à dire? Monsieur Gbagbo, monsieur, comment dire, Konan Bédié, ils font une conférence de presse là, avant que, bon là on va dire à la fin du mois, mais on va prendre, voilà, prenons le mois de février en entier, hein, sachant que février c'est 28 ou 29 jours, là, 28 jours, je sais pas si c'est en année bissectile ou, mais en tout cas c'est 28 minimum et 29 maximum. Bon, on prend le mois de février, bon. Eh bien, il faut que ces deux-là, personnalités-là, qui ont de l'expérience, et il faut qu'ils disent simplement, hein, à toute la presse internationale, nous exigeons la fin de la France-Afrique. Et là, vous allez voir. Monsieur Ouattara, ça va accélérer son départ. Mais, oh là, ils sont là. Mais si ça, c'est difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut qu'attendre, et puis il y en a qui passent des passes. Il faut prier maintenant. Moi, je ne suis pas là-dedans. Voilà. Ce que je dis, simplement, voilà. Comme dit certains, dit, Dieu, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est Dieu. Voilà. Mais enfin, bon, ça, c'est tellement complexe que, en tous les cas, moi, j'ai dit, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà. Le reste, je ne rentre pas là-dedans. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt. Voilà. On ne lâche rien, parce que, évidemment, c'est nous qui avons raison. Et c'est nous qui avons le droit de citer. Voilà. Vous comprenez?